Mardi, 42 personnes ont été interpellées dans le cadre d'une opération nommée Octopus, ciblant la DZ Mafia, une organisation criminelle née à Marseille en 2023 et désormais active bien au-delà des frontières françaises. Ces trois chefs présumés dirigeaient leur activité depuis leur cellule. Un avocat lyonnais figure parmi les mises en cause. Ce coup de filet illustre une réalité profondément internationale. Recrutement inspiré des cartels mexicains, expansion vers d'autres villes européennes, blanchiment transnational, corruption des institutions judiciaires et pénitentiaires. Bonjour Fabrice Rizzoli. Bonjour. Vous êtes docteur en sciences politiques à Paris 1, enseignant à Sciences Po Paris. On vous doit également des enseignements à l'école des hautes études internationales et politiques. Justement, je me posais la question, le fait qu'une mafia soit très souvent transnationale, comment le diriez-vous? Oui, alors transnational qui fait fi des frontières, ça paraît aujourd'hui une évidence tant le trafic de stupéfiants a pris de la place dans toutes les activités criminelles depuis maintenant 50 ans. Pourquoi? Parce que les drogues, la plupart des drogues sont fabriquées dans l'hémisphère sud, Maroc, Colombie, Afghanistan, Birmanie, et elles sont consommées dans l'hémisphère nord. Donc de toute façon, si vous voulez approvisionner un marché, le nôtre, vous avez une dimension transnationale. Après, ça ne veut pas dire que tout le réseau est complètement transnational. Ce qui est intéressant dans la transnationalité, c'est que une vision un peu superficielle nous ferait dire ce sont des gens qui sont capables de faire venir des tonnes de cocaïne, donc par exemple de Colombie ou du Mexique, qui passent par le Mexique pour arriver au Havre. Sauf que il faut quand même maîtriser un peu son territoire une fois que la cocaïne arrive sur le sol européen. Il faut maîtriser l'entrée dans le port, par exemple, le port conteneur, où il faut maîtriser la distribution sur son territoire. Et donc, par exemple, on va utiliser le consensus social, la corruption, etc. Donc, il ne faut pas se leurrer. La force, la transnationalité, elle est aussi due au fait que les réseaux criminels contrôlent un peu chez eux le territoire. La DZ Mafia, c'est quoi, Fabrice Rizzoli? C'est intéressant parce qu'effectivement, pour une fois, la notion de cartel est assez juste, puisque vous avez des gangs, où en général vous aviez un chef, qui sont entrés en concurrence, voire qui ont trouvé le moyen, sur Marseille, dans les années, on va dire 2019-2020, de s'allier d'abord à deux, puis à trois, contre l'un, contre l'autre, et ils vont trouver un intérêt à cette association, cette dimension collective qui est la marque de fabrique du crime organisé, dans sa définition, voire même des mafias. Et là, vous avez un espèce de cartel, on pourrait le dire, de 4 personnes qui étaient à la tête de 4 organisations criminelles, qui avaient déjà, alors qu'avant ils régnaient dans une cité, ils avaient commencé déjà à régner dans 2 cités chacun, etc. Et ils se sont alliés. Et là, officiellement, 2023, vous avez une DZ Mafia qui se revendique comme telle. C'est-à-dire que nous les appelons comme ça parce que eux ont décidé de s'appeler comme Mais ça c'est et un de label communiquer. qu'on décerne. On a des franchises, des succursales, des aides mafia. Oui, alors, c'est un phénomène récent, attention quand même. Eux s'appellent des aides-mafias, et ceux qui ont commencé à leur prêter allégeance et à confluer vers eux, évidemment, ils se servent de l'étiquette des aides-mafias parce que ça donne une certaine puissance. Reconnaissons-leur la force du mot. Des aides mafia. Alors pour ceux qui savent, évidemment, que ça renvoie au nom Algérie en arabe, bien sûr, des aides, mais le mot mafia. C'est quand même assez drôle d'ailleurs que des groupes criminels qui existaient avant, qui ont conflué dans la DZ Mafia, s'appelaient pour certains déjà Cosa Nostra, ou des rivaux, Cosa Nostra, ou Corleone. Donc ils empruntaient déjà avant à l'imaginaire de la mafia italienne pour se nommer et pour se donner une légitimité. Bon, et la mafia, c'est aussi dans l'imaginaire quelque chose qui corrompt et qui corrompt les pouvoirs publics. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que Alors, écoutez, clairement, dans la définition même du crime organisé, sans parler de mafia, des 11 critères de la Convention de Palerme, il y en a un qui est obligatoire, c'est la capacité à conditionner la sphère publique, administrative, voire la sphère Hmm. privée, etc. Ça s'appelle la corruption. Donc, en gros, je vais vous dire, pas de corruption sans crime organisé. Attention, par contre, la corruption existe sans le crime organisé. Nos élus corrompus ne sont pas du crime organisé. Ici, il y a la notion de violence, de gang, de clan. Et alors sur la mafia, c'est encore plus vrai. Toutes les études montrent, italiennes et autres études, que c'est la force
de la mafia que de la capacité à avoir des alliés dans le monde politique, dans le monde de l'entreprise. Mais alors, est-ce que c'est le cas aujourd'hui en France? Est-ce qu'il y a des politiques corrompus? Est-ce qu'il y a des juges corrompus? Est-ce qu'il y a des Alors, policiers corrompus? j'aime beaucoup, moi, le terme de sphère politico-administrative, pardonnez-moi, mais il est plus large. Ce qu'on sait aujourd'hui, et ce qui est très documenté, sur de la fonction publique avec de bas salaires, ou très fréquemment en contact des gangsters, donc des policiers de terrain, il y a de la corruption. Régulièrement, chaque année, on arrête aujourd'hui des policiers qui, pour 200 euros, hein, ça peut être le prix de la corruption, il faut s'interroger là-dessus, pour interroger le fichier des plaques minéralogiques, hein. Si j'ai une plaque depuis 2 semaines en face de chez moi, que je suis un gangster, d'abord je crains que j'ai un concurrent qui veuille me tuer, donc j'ai besoin de savoir à qui appartient la voiture. Seul un policier peut me dire ça. Évidemment, quand vous êtes un agent pénitentiaire ou de la pénitentiaire, vous vivez au contact des gangsters. Et donc, vous pouvez arriver à avoir une perméabilité, la corruption classique. Et là, dans l'affaire qui nous concerne, les avocats, qui sont une autre figure, plus rare de le détecter, peut-être plus rare dans la corruption. Mais oui, c'est leur ADN que de corrompre et d'avoir de l'information. Quant aux élus, on n'a quand même pas beaucoup de documentation. Bon, parce que la question, c'est que la DZ Mafia a, semble-t-il dans cette affaire, opéré depuis la prison. Oui, alors c'est un gang d'ailleurs qui serait né en prison, car il y en a un seul qui est en fuite, les 3 autres en prison, pas certains condamnés à 30 ans. Sauf que bon, on ne découvre pas que la prison est l'école du crime. Parfois, qu'on y grandit, en y rentrant petit, on peut y grandir. Que avec les téléphones portables, on en a saisi, je sais plus, 80 000 l'année dernière ou quelque chose comme ça. Enfin, Effectivement, c'est un chiffre coquet. donc, ça rentre facilement. Ça a été donc ce commandement en prison pour blanchir l'argent, corrompre, voire tuer, ce qui est le plus grave, a été facilité par les téléphones portables et bien sûr les réseaux sociaux. Espèce d'anonymat, et de vitesse très forte que permettent les chaînes voilà, comme Telegram, etc. Donc oui, on n'est pas étonné qu'en prison on puisse continuer son business. Bon, il y a effectivement une continuité des activités en prison. Est-ce qu'il y a aussi comment dirais-je, un développement ou une diversification des activités de la DZ Mafia? Oui, alors ça, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément parce que si vous voulez, je conteste un peu le tout narco qui est à la mode. Je me Voilà, permets... la mono-activité. Oui, puis alors je me permets, on est sur France Culture, le narco-État n'existe pas. Même le narcotrafic, on devrait l'appeler le commerce des drogues illégales. Les narcomicides, je n'aime pas du tout ce mot non plus. Pourquoi ? Parce que quand la DZ Mafia se met à racketter le monde du rap et qu'elle va essayer de tuer un rappeur qui refuse le racket, elle le rate, mais enfin dans tous les cas ça aurait été une victime innocente aussi, elle tue l'impresario. Ah ben mince alors, c'est pas un narcomicide. Vous comprenez ? Ça tient plus debout ces histoires. Le mot de règlement de compte est tout à fait adapté. Les gens du crime organisé règlent leurs comptes avec ceux qui s'opposent à eux et entre eux. Par contre, ce qu'il faut distinguer, c'est que quand la DZ Mafia ne fait plus seulement, par exemple, du trafic de drogue, qu'elle fait du racket, et qu'elle met le pistolet sur la tempe d'un commerçant, ou qu'elle tue l'impresario d'un rappeur, alors en face, on a une distinction. On a des victimes innocentes. On n'a plus des victimes qui s'entretuent entre elles, qui restent des victimes, hein. Quand on vous troue la peau et que vous êtes un dealer, vous restez une victime. Par contre, quand vous appelez Soukaina, que vous faites vos devoirs à Marseille et que là, la balle de Kalachnikov vous atteint et que c'est votre petite sœur qui vous découvre, là, la victime n'est pas la même. Et donc, je préférerais qu'on distingue les victimes du crime organisé lors de règlement de compte et les victimes innocentes, et on se rendrait compte que le tout narco ne fonctionne pas, car les dernières renseignements devrais-je dire, que la DZ Mafia essaie de racketter les commerçants, raquette les commerçants, y compris sur Marseille. Bon, il y a aussi un tropisme mexicain. Oui, alors, je vous ai dit tout à l'heure que les premières références étaient italiennes, mais manifestement, le Mexique et sa violence, pour le coup, exacerbée par rapport à nous. Je rappelais en préparant l'émission que dans 2023, c'est 17 journalistes qui ont été assassinés au Mexique. Donc, comparaison n'est pas raison, mais seulement on le sait, ça. On sait qu'on pend des gens. Les cartels mexicains pendent des gens sur les ponts d'autoroute pour envoyer un message à la population. Bon, ça...
L'utilisation de la violence comme une ressource et comme un langage qui parle à toute la population a été extrêmement étudié en Italie, mais c'est tellement visible au Mexique que les gangsters français, aujourd'hui du narco-banditisme, je me fais prendre au piège, du crime organisé dans les quartiers populaires, utilisent les mêmes codes que le Mexique, qui en plus sont devenus très populaires par l'utilisation effectivement des réseaux sociaux. Oui, réseaux sociaux, imagerie, Oui, c'est-à-dire imagerie. il y a une sorte de fantasme mexicain. Il y a un fantasme mexicain et puis alors, c'est pareil, Roberto Saviano avait publié une vidéo il y a quelques jours où, on entend à El Mencho justement, appeler le chef de la police mexicaine. Enfin, il faut écouter ce truc où en code, Delta numéro uno. Alors excusez-moi, je parle mal espagnol, donc je vais avoir un accent italien. Il dit: «Mais tu vas tout de suite dégager tes fils de parce que sinon je vais m'énerver» et cetera. Donc il y a cette, visibilité aujourd'hui, réseaux sociaux, stockage, des données numériques, qui fait qu'on peut tout de suite voir cette espèce de sentiment d'impunité, de violence totale que le crime organisé mexicain, veut imposer à la société civile, la corruption. Ben, il y a pas de raison qu'ils s'en servent pas, les jeunes gangsters aujourd'hui qui sont nés avec un smartphone dans la main. Merci beaucoup Fabrice Rizzoli. Je rappelle que vous êtes docteur en sciences politiques à Paris, hein. Vous enseignez à Sciences Po et aux hautes études internationales et politiques. Dans quelques instants, toute autre chose. Assiste-t-on à la défaite de l'islam politique aujourd'hui dans cette guerre au Moyen-Orient? On en parle en compagnie de Stéphanie Rosa et Amir Pacha Tavakoli. Ils publient tous les deux Lumière et Anti-Lumière en Iran, un siècle de lutte politique aux presses universitaires de France. 7h